Communication. Merci à l'Académie d'avoir invité ici à présenter ce qu'on fait. J'avais un petit peu peur en venant ici de ne connaître pas vraiment le public. J'avais peur d'être trop technique ou trop spécialisé en informatique, linguistique informatique. Mais en fait, j'ai vu que ce matin, les autres exposés sont tout à fait dans le même vocabulaire, la même terminologie que ce qu'on utilise. Donc, vous ne devriez pas être trop choqué par mon exposé, que je n'ai pas voulu trop technique. Il y aura aussi un petit peu une orientation. Je ne présenterai pas tout ce qu'on fait à la TILF, mais j'ai pris un parti pris de regarder sur la langue médiévale, mais avec avant une petite introduction générale à la lexicographie informatique. C'est plein d'éléments que j'ai entendus ce matin, donc ça peut être un rassemblement de ce qui a été dit. Donc la TILF, pour les gens qui ne savent pas où est Nancy, c'est entre Paris et Strasbourg et au sud de Luxembourg. Donc c'est une petite ville du nord-est de la France. C'est une unité mixte de recherche du CNRS, unité de sciences humaines et sociales, qui est une unité mixte de recherche avec l'Université de Lorraine. On est spécialisé, on fournit beaucoup de ressources informatisées, des dictionnaires en ligne. On a une base de données textuelles qui s'appelle Frontex, qui est une des références dans le domaine. Et vous avez vu à travers l'exposé de Mathieu qu'on a fourni beaucoup de choses en TAL aussi. Des dictionnaires informatiques en ligne, c'est vraiment une des spécialités de la TILF, que ce soit aussi bien du français contemporain que des états de langue plus anciens, plus particulièrement donc le moyen français. Et aussi beaucoup de choses qu'on fait sur l'étymologie. Ça, Charles en a parlé. Ce sont des références dans le domaine, aussi bien dans le contenu scientifique que dans les méthodologies qu'on a mis en œuvre depuis 15-20 ans dans ces domaines. Donc là, un petit peu une typologie de ce qu'on peut trouver en lexicographie informatique. On a des dictionnaires qui peuvent être en mode image, c'est vraiment les premiers. Il n'y en a pas eu présenté ici. On a scanné les pages et puis on les verse comme ça sur Internet, qu'on peut opposer aux dictionnaires qui sont complètement en texte. Tous ceux qu'on a vus ce matin, c'était vraiment des choses qui ont été saisies en mode texte. Et une typologie aussi dans ces différents modes texte, c'est qu'on peut avoir du texte vraiment plein texte, comme dans un traitement de texte, ou des choses plus structurées. On a entendu des mots tels que XML. Là, on commence à beaucoup plus structurer que les données, plutôt que d'avoir un paquet de caractères qui se suivent. Donc, selon le mode texte dont le dictionnaire a été développé, on va pouvoir faire des choses plus avancées ou moins avancées. Particulièrement, dans un dictionnaire, on va faire simplement accès aux entrées. Un dictionnaire papier, une numérisation va défiler les pages. Il va falloir aussi accéder aux entrées de ces dictionnaires. Est-ce qu'on doit connaître l'entrée du dictionnaire ou est-ce qu'on a le droit de mettre une forme... Est-ce qu'on est obligé de mettre l'infinitif, le singulier pour l'infinitif pour un verbe, ou est-ce qu'on va permettre de gérer toute ce qu'on appelle la gestion de la flexion, qui nécessite quand même une connaissance de la langue, sachant que nous, on s'adresse aussi non seulement aux francophones, mais aux étrangers qui n'ont peut-être pas la maîtrise de la langue et qui ne savent pas comment écrire un mot. Donc, mettre en place des outils qui permettent de prendre en compte ce qu'on peut appeler la variation graphique. Pas une faute, mais la variation graphique. Et puis aussi, dans les outils, une fois simplement accéder aux entrées, on va peut-être vouloir un petit peu fouiller plus dans le contenu textuel du texte. Est-ce qu'on peut chercher dans le texte un mot en particulier ? On va chercher « aimer », mais est-ce qu'on c'est pas intéressant de chercher « aimera »,« aimeront » ou « aimeriez » ? Ou bien alors, simplement chercher ce mot-là dans la définition ou dans un exemple. On utilise le dictionnaire comme une base de données d'exemples. Est-ce qu'on va pouvoir combiner plusieurs critères ? On veut chercher un domaine. Dans le domaine de la botanique, tout ce qui contient un arbre. Est-ce que le dictionnaire va permettre de le faire ? Une chose importante, j'ai vu aussi que vous faites beaucoup dans d'autres dictionnaires, c'est connexion à d'autres ressources. Non seulement on a le dictionnaire, mais à partir d'une première recherche, aller sur un autre dictionnaire,
un dictionnaire sur un conjugateur, sur une base de données textuelles. C'est important dans un dictionnaire, quand on conçoit un dictionnaire, de réfléchir avant à tout l'outillage, tout ce qui est lien, hyperlien, qu'on peut faire vers d'autres ressources qui seront complémentaires, voire concurrentes. Il n'y a pas de honte à confronter son dictionnaire à un dictionnaire d'une équipe de recherche dans un autre laboratoire. Important aussi, c'est de savoir si le dictionnaire qu'on va concevoir va être figé. C'est à un moment donné, on fait un dictionnaire, ça ne bouge plus. Ou s'il est évolutif. Et une chose aussi qui est importante, c'est l'autonomie informatique du responsable du projet. Quand j'ai vu des dictionnaires où le responsable était très lié à l'informaticien ne voulait plus travailler pour le responsable, et bien tout était bloqué. Et ça arrive encore aujourd'hui. Donc faire attention un petit peu à comment va être concevoir le dictionnaire pour ne pas être bloqué par l'informaticien qui gère le projet. En lexicographie informatique aussi, les choses importantes, c'est la source des exemples. Est-ce qu'on va créer des exemples avec les problèmes de création d'exemples vraiment ad hoc, est-ce qu'ils sont pertinents, ou alors piocher dans des corpus avec les problèmes de constituer ces corpus et puis d'avoir une bibliographie, vraiment gérer une bibliographie de tous ces textes, ces documents qu'on va mettre dans le corpus. Le laboratoire à Tilf, il a été créé dans les années 60 pour faire le trésor de la langue française. Donc c'est un dictionnaire qui se veut du français du 19e au 20e. On ne parle plus du 21e. Ne cherchez pas dans le TLF des créations récentes en français, vous ne trouverez pas. C'est un dictionnaire littéraire qui s'appuie sur un corpus de textes littéraires. Version papier qui fait 16 volumes, donc ça remplit bien une bibliothèque, c'est les gros volumes hauts comme ça et larges comme ça. Et ça s'est arrêté dans les années 90, vraiment la version papier. Et après, derrière, il a été repris une version, ça a été entièrement numérisé. Donc c'est-à-dire qu'on a scanné tout le dictionnaire en mode texte. Donc un article du dictionnaire, voilà comment ça se présente sur l'interface informatique. Ça ressemble à la version papier, sauf qu'on voit qu'on peut mettre en fluo. L'avantage de l'informatique, c'est qu'on peut présenter là le domaine, là la définition, un syntagme. L'informatique permet, en plus du papier, de focaliser, de regarder des choses, une partie du dictionnaire ou pas. Et là, on voit une chose dans le dictionnaire, c'est que au départ, il est capable de proposer qu'il y a deux types de pensée et puis que ça peut être une forme de pensée. Quand on est rentré, on a tapé quelque chose et le dictionnaire a proposé 3 solutions. Et avec les onglets, on va pouvoir choisir la réponse qui s'adapte le mieux à la requête initiale. Le téléfis, c'est une structuration fine des données. Tout est balisé, l'exemple, source de l'exemple, la définition, le syntagme. Donc on a un riche balisage. Oui. Bon, vous savez ce que c'est que des balises finalement, donc c'est presque inutile de dire voilà, une définition. Il y a une balise qui s'appelle définition, puis une fin de définition. Ici, on voit un article du TLF, il y a une certaine structure, une macrostructure, une partie là, et puis ici, une partie prononciation, une partie étymologie, et dans une rubrique, là, on peut revoir des sous-éléments. On va mettre des balises. Ce n'est pas les balises réelles qu'il y a dans le TLF, ça, c'était simplement pour ne pas mettre des choses complexes avec des attributs, des choses que vous avez pu voir. Je voulais rester simple là. Donc on indique à un endroit que là c'est le début de l'entrée, là c'est la fin, là c'est le début du code grammatical, là c'est la fin du code grammatical. Donc ces balises-là, on ne les utilise pas n'importe comment. Il y a une définition de la liste des balises qu'on utilise et puis comment elles peuvent s'enchaîner. Le langage de balisage qu'on a utilisé, c'est du XML. On n'utilise pas les recommandations de la TUI parce que le dictionnaire a été fait avant qu'il y ait des recommandations sur les dictionnaires de la TUI. Et on ne crée pas un dictionnaire de rien. On avait un dictionnaire papier existant, on a tout rétroconverti. Donc essayer de faire rentrer un dictionnaire existant dans des structures qui arrivent après, c'est un peu difficile. Donc on est en XML, mais on a notre propre balisage qui ne correspond pas aux recommandations de la TUI. Mais on retrouve les mêmes éléments. Sur le téléfis, donc l'adresse, vous pouvez aller le consulter. Il y a 2 versions.
Sur le CNRTL, avec le portail lexical, on fait uniquement des recherches sur les entrées. Et là, une version un petit peu plus avancée, on peut chercher des choses dans la structuration de l'article, mais qui date un petit peu. Une date de 10-15 ans, ça aurait besoin d'un ravalement de façade, mais ça, c'est des questions de budget. Et pour le moment, on n'a pas les budgets pour refaire dans techno actuel les choses. Mais les données sont XML, on les a. Il faudrait retravailler l'outil. D'autres choses qui se font à la TILF en étymologie, donc le dictionnaire étymologique, le FEV. TLF Etym, dans un article du TLF, vous avez une rubrique étymologie. Il y a un projet qui consiste à mettre à jour, en fonction des nouvelles connaissances qu'on a en étymologie du mot, l'étymologie du mot. Le DEROM, c'est le dictionnaire étymologique roman. Alors ça, c'est un projet ANR dont je n'aborderai pas trop de détails. J'avais prévu dans une version initiale de l'exposé, mais c'était un peu trop long. C'est l'histoire de trouver les mots communs qu'il y a dans toutes les langues romanes. Donc c'est un projet qui a des Roumains, des Italiens, des Français, et en Espagne des Catalans, des Galiciens, des Castillans, et on a des Portugais. Donc c'est vraiment retrouver les racines. C'est un projet intéressant. Je n'ai pas donné l'adresse, mais c'est w3.tilf.fr/DEROM pour les gens qui s'intéressent à l'étymologie port-romane. Et on fait des choses en diachronie-synchronie. Donc l'histoire de la langue et son évolution. On a des choses qui se passent sur l'ancien français. Donc l'ancien français, en gros, c'est 10e, 11e, 12e siècle. On a le dictionnaire du moyen français. C'est plutôt le français qui se situe entre la période 1330-1500. Donc une langue qui n'est pas encore stabilisée, mais qui a un début de normalisation. Mais autant l'espagnol de la même époque est plus avancé, le moyen français est encore une langue sans trop de normes. Une chose qu'on a, un corpus de référence, c'est la base textuelle Frontext. Alors c'est sur abonnement, mais il y a une version de démonstration. En général, c'est des universités ou des bibliothèques qui s'abonnent partout dans le monde. C'était le corpus qui a été créé pour prendre les exemples du TLF sont pris dans des textes littéraires connus, de référence. Ce ne sont pas des exemples créés. Donc le corpus qui a permis de créer les exemples du TLF, c'est Frontext. Et actuellement, en juin 2019, la dernière version, on a 5415 références. On voit là les périodes chronologiques, bien sûr, les périodes modernes, 19e, 20e sont les plus importantes, mais on a pas mal de choses sur les périodes médiévales. Et les textes qui sont sur les périodes médiévales ont permis de faire le dictionnaire suivant, le dictionnaire du moyen français, qui est arrivé avec les mêmes équipes, la même direction que le TLF, mais beaucoup plus restreinte, avec la même méthodologie, linguistique de corpus, illustré par des exemples tirés de textes de référence de l'époque, à faire le dictionnaire du moyen français. Là, je vais être très, très rapide. On a aussi des choses en TAL. On distribue des lexiques morphologiques sur le français, un lexique qui s'appelle Morphalou. On a des outils d'étiquetage de corpus, de lématisation. Ce serait une autre présentation, ça. Donc, le dictionnaire du moyen français. Il y aura deux aspects, c'est présenter un petit peu la langue médiévale, présenter le dictionnaire, et aussi une chose importante qui peut intéresser des gens ici, c'est la lématisation. Comment est-ce qu'on arrive à interroger ce dictionnaire, sachant qu'on n'est pas dans un état de langue stable. Comment on trouve un mot dans le dictionnaire ? Un dictionnaire de langue contemporaine et un dictionnaire en diachronie, on ne va pas du tout procéder de la même manière, parce qu'en dictionnaire moderne, il n'y a que de la variation morphologique. Dans un dictionnaire ancien, particulièrement sur une langue ancienne, alors peut-être des langues telles que le basque ou l'occitan aujourd'hui, ce que j'ai entendu, ça me semble être le cas, il n'y a pas de normes, il y a beaucoup de variations graphiques. En fait, il y a une absence complète de normes. Et la difficulté au début, la première fois que le dictionnaire a tourné, c'est que je savais qu'il y avait l'informaticien avait récupéré toutes les informations que les linguistes avaient données, tous les articles, mais les mots, j'étais incapable de les trouver alors que je savais qu'ils étaient dedans. Donc, il a fallu trouver une solution pour que l'utilisateur, qu'il soit spécialiste ou pas de la langue médiévale, trouve le mot dans le dictionnaire.
Donc la première question, c'est on lit un manuscrit, on lit une édition d'un texte, sur quelle entrée, quel lemme va être associé le mot qu'on trouve dans notre document. Là, il y a une suite d'exemples. Destroi, on peut se dire que le mot moderne, ça va être Détroit. Amerois, c'est sans doute une forme du verbe aimer. Accourement, alors là, ça commence à être un peu plus difficile parce que le mot n'existe plus en français moderne. Là, on a une forme conjuguée du verbe pouvoir, il faut vraiment connaître la langue. Et puis là, c'est une variante graphique du mot hôtel. Donc, on s'adresse par exemple aussi à des étudiants qui ne maîtrisent pas forcément la langue médiévale, et même un professeur a peut-être échappé que ce mot-là pouvait être tel autre. Donc, on a le choix de la graphie du lemme. Nous, on n'a pas ce problème d'essayer de normaliser, mais c'est l'inverse. On a un problème de normalisation. Quelle est la forme qu'on va retenir pour le mot agneau? Est-ce qu'on va retenir une forme plutôt qui aurait une couleur un peu ancien français, une forme moderne avec agneau, ou intermédiaire qui serait peut-être la forme la plus fréquente en moyen français, aigneau? On a décidé, on modernise la forme. Sauf qu'on va avoir des problèmes des cohérences de famille. Quand un mot a disparu, quand le mot est resté dans le français moderne, on prend la forme moderne comme lemme. On a l'avantage d'avoir une langue de référence, qui est le français moderne, par rapport à la forme médiévale. Donc la consultation du DMF, elle va se faire à la volée. On ne demande pas aux gens d'essayer de trouver le lemme ou l'entrée du dictionnaire. Ils tapent le mot tel qu'ils l'ont trouvé dans le manuscrit. Donc un exemple, oui, c'est à peu près lisible, c'est une petite capture d'écran. On a tapé en bâche, on a trouvé en bâche dans le texte. Et bien le DMF, j'ai développé cette partie-là, mais elle est masquée normalement. Il dit que c'est le verbe en battre. En battre, c'est le verbe battre, en gros, avec une préposition, une idée de mouvement. Et ici, on propose le mot dans d'autres dictionnaires de référence, Tobler-Lomatch, qui est plutôt un dictionnaire d'ancien français, Godefroy, qui est un dictionnaire de l'ancien et français médiéval. Et ici, quand on est connecté, on peut aller voir, quand le dictionnaire existe en ligne, on clique dessus, on a la page du Godefroy qui s'affiche. L'Anglo-Norman Dictionary, donc le français d'Angleterre, il faut un dictionnaire aussi en ligne. Dictionnaire électronique de Chrétien de Troyes. Le dictionnaire étymologique du FEV, donc on peut aller voir effectivement quelle est l'origine, l'étymologie du mot. Et puis la forme moderne, si on veut voir dans le TLF, en battre existe apparemment avec deux graphies, avec un T ou deux T. Et puis ici, on est connecté aussi à une autre ressource qui s'appelle la base de graphie verbale, qui dit qu'en bâche, c'est un subjonctif présent, troisième personne, et qui est utilisé dans le Tobler-Lomatch et le Godefroy. Là, en gros, on tape un mot et on est connecté, on affiche une synthèse, et puis on peut aller plus loin dans le mot, explorer, voire aller dans des corpus textuels aussi. On a Frontex, donc on pourrait aller voir dans Frontex ce qui se passe. Le dictionnaire du moyen français, là pour lui, l'informatique est au cœur de l'élaboration du dictionnaire. On avait l'expérience du TLF, du TLFI aussi, donc qui était plutôt une rétroversion, on a numérisé les choses. Le TLF, lui, il a été entièrement conçu avec un logiciel de saisie XML. Alors c'est pas, actuellement les gens qui connaissent, c'est Oxygène, mais c'est pas Oxygène, c'est un des ancêtres d'Oxygène qui s'appelle XMetal. Donc on contraint les rédacteurs à taper des mots, et le responsable du projet, Robert Martin, qui est académicien à l'Académie des Arts et Belles-Lettres, il s'est mis à l'outil. À un moment, il avait une secrétaire qui lui saisissait ses articles, il envoyait des documents papier. À un moment, on lui a dit, le CNRS a dit, on arrête votre dictionnaire, sauf si vous utilisez du XML. C'était un peu dur, mais du coup, ça a un petit peu révolutionné le mode de travail de cette équipe du TLF qui était habituée à avoir des secrétaires, à changer 10 fois l'article. Là, c'est eux qui saisissaient, et avant de changer quelque chose, ils réfléchissaient. Il y a aussi ce côté, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Donc le dictionnaire est en accès libre à cette adresse, 65 720 entrées, 470 125 exemples, ça représente 200 millions de caractères.
On a fait une version PDF qu'on a imprimée, on a un exemplaire qu'on a relié. Ça représente 15 volumes du TLF. Ça veut dire que pour cet état de langue, on n'a pas à rougir du travail qui a été fait par rapport à son ancêtre, à son prédécesseur, le TLF. Les points forts de ce dictionnaire, c'est qu'il y a une bonne couverture de la langue médiévale. C'est vraiment, pour le français médiéval, une bonne référence. On ne va plus maintenant consulter les dictionnaires papier où il faut chercher. On va sur le DMF, on tape la forme telle qu'on l'a et on a généralement la bonne réponse. Il y a une bonne gestion de la variation graphique et je vais expliquer comment elle se fait dans la partie lématisation. C'est un dictionnaire qui est hyper connecté. Vous avez vu, on a plein de liens, on a de nombreux liens vers d'autres ressources. Et c'est aussi un dictionnaire qui peut se connecter. On peut très bien, par une adresse normalisée, afficher directement pointer sur un des articles du dictionnaire. Donc, si vous faites une édition en ligne d'un document, vous pouvez lier chacun de vos mots à une entrée du dictionnaire. C'est prévu pour. Là, à quoi ressemble un article du TLF ? Pareil, ça ressemble comme au TLF. On peut mettre des choses en fluo, on retrouve définitions, des domaines, des exemples, des citations, des sources avec une bibliographie qu'on peut consulter. Tout est cliquable en fait. Si on clique sur un mot, on peut même aller voir l'entrée. Si on clique sur moyenne, là, on voit sans doute moyen. Là. Et un balisage, pareil. Le DMF c'est fait avant les recommandations de la TEI, donc on n'est pas dans des normes TEI. Mais de passer d'un XML à un autre XML, ce n'est pas vraiment un problème puisque chaque balise a sa signification, ce n'est pas difficile de transformer en XML TEI. Mais ça n'avait pas d'intérêt, surtout pour les rédacteurs, de taper 10 balises pour dire que c'est l'entrée. Là, il y a aussi la notion de saisie de l'article, ne pas compliquer pour le rédacteur la saisie d'un article. En XML TEI, si vous voulez saisir une entrée de dictionnaire, il va falloir taper 10 balises avant de taper votre entrée. Là, avec le schéma qu'on a proposé, c'est plus rapide. Donc maintenant, la seconde partie sur le moyen français, qui peut intéresser des gens qui travaillent sur la variation graphique, c'est un lématiseur qui s'appelle LGERM, qui est un acronyme pour lemme, graphie et règles morphologiques, qui est vraiment le point d'entrée, ce qui fait qu'on va pouvoir consulter le DMF de manière agréable, je dirais. En gros, vous tapez un mot et vous faites des propositions. C'est ce mot-là. Ce qu'il faut voir dans la langue médiévale, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ambiguïté que dans la langue moderne. Vous avez un mot qui pourrait être agneau, ça peut être aussi bien l'agneau que la bague. Donc il y a plus d'ambiguïté sur les graphies. Et donc cet outil, à partir d'un analyseur, il s'appuie sur un lexique, donc une liste de mots qu'il connaît, et puis éventuellement des règles pour l'aider à interpréter des mots qu'il ne connaît pas. Donc l'algorithme qu'il y a derrière cet analyseur, c'est simplement, j'ai la forme graphique dans ma base de connaissances, je ne me pose pas de questions, je propose à l'utilisateur la solution que j'ai déjà. Si le mot qu'il me demande, je ne l'ai pas dans ma base, eh ben, je vais essayer de voir s'il n'est pas proche d'autre chose que je connais déjà. Et les règles, alors c'est des règles morphologiques, mais c'est aussi des règles de variation graphique, ça englobe c'est deux natures qui vont aider à décoder, à reconnaître le mot. Le lexique, qu'est-ce que c'est ? C'est des triplets. La forme amer, c'est le verbe aimer verbe ou amer aimer adjectif. C'est important d'avoir une étiquette parce qu'on ne gère pas un adjectif comme on gère un verbe. La flexion est différente, donc les règles qu'on va appliquer ne seront pas forcément les mêmes. Ou amera, c'est le verbe aimer. La construction, c'est toujours la difficulté pour créer ce genre d'outils, c'est quelles ressources on dispose pour amorcer le processus. Quand on n'a presque rien, on ne peut pas faire. Ça s'appuie beaucoup sur des règles, donc il faut sur des formes, donc il faut beaucoup de formes. Et donc, il y avait l'avantage d'avoir un dictionnaire, le DMF, qui était informatisé, XMLisé. Donc, pour chaque entrée, il y avait le lemme, et puis pour les exemples, on avait l'occurrence. Donc on pouvait facilement faire une extraction de toutes les informations qu'on avait dans le dictionnaire. Et ça constituait une première base, une première liste de triplets.
Et puis, on a un corpus médiéval à peu près 450 textes du moyen français, donc c'est une autre source de graphie qu'il a fallu parfois analyser. Puis de collaboration qu'on avait d'autres équipes. Il y a pas mal d'équipes qui travaillent en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, voire en Italie. En Espagne, j'ai eu peu de contacts avec des Espagnols, mais sur le français médiéval. Et donc, à base d'échanges, on pouvait enrichir notre dictionnaire. Et cette base, ce lexique, il contient, en août 2019, un peu moins d'1 million d'entrées. Donc c'est déjà pas mal. Les règles, donc les règles morphologiques ou de variation graphique, elles ont une structure assez simple. Ça venait d'un formalisme de linguistes. Si une condition est remplie, alors on fait une certaine action. Une condition est remplie, ça peut être le mot commence par, le mot finit par. On voit tout de suite, s'il finit par, ça va être la flexion. En initial, ça va être plutôt un préfixe, la préfixation. Ou bien, il y a des règles. Si une lettre elle est suivie d'une voyelle, suivie de P, on va appliquer des choses. On peut avoir des conditions sur le lemme, un verbe, un adjectif, un nom propre. On pourrait chercher des noms. Il y a quelques noms propres dans le DMF, mais pas beaucoup. Donc des conditions. Et puis aussi, on voit bien que si on applique des règles, on peut produire beaucoup de choses. Si à partir d'un mot, on applique des règles, donc peut-être pas appliquer la règle si ça provoque un échec. Si elle réussit la règle, ben c'est bien, on la met dans le processus. Si elle ne réussit pas, c'est peut-être pas la peine de l'introduire dans notre système. Des exemples maintenant, c'est sur la flexion verbale, il y en a forcément une. Le mécanisme classique pour un dictionnaire en synchronie, c'est de retrouver l'infinitif. Aimer, on aimera, c'est aimer. Mais en médiéval, on n'est pas sûr d'avoir l'ensemble complète de la variation graphique et de la flexion d'un mot. Donc on essaie de se rapprocher d'une forme proche. Si une finale c'est rond, donc troisième personne du pluriel du futur, si on ne l'a pas, on a peut-être la troisième personne du singulier. Il y a un ensemble de règles comme ça sur la flexion, ce qui permet par exemple, on ne connaît pas le forme mèneron est absente du lexique, on se dit elle est très proche de mènera, et celle-ci on l'a dans le lexique, donc on propose, c'est le verbe mener. On a aussi des règles vraiment de phonologie. Je ne suis pas linguiste, j'ai oublié les termes, mais il y a un terme spécial pour ça. Pondrer, c'est le verbe, la forme serait plutôt pondre, ou l'inverse, mèneront. Donc on a des règles de transformation de la finale. Des choses, la flexion non verbale, les mots, les substantifs préfixés en F, il faut savoir qu'en médiéval, ça c'est la forme plurielle équivalente à celle-ci. On peut rencontrer les deux. Nef, c'est bateau, navire. Une nef. Donc, on pourrait très bien avoir cette forme-là absente de notre lexique, mais celle-ci qui est équivalente, elle est dedans, donc on peut proposer nef. Des choses, je suppose, qui existent dans d'autres langues romanes, le Y et le I, dans un sens ou dans l'autre, ou des choses un petit peu plus graphiques. Les moines, les scribes, quand ils écrivaient le son S, ils avaient différentes manières de le mettre, avec un S, avec deux S, ou avec un C. Donc il y a un ensemble de règles d'équivalence graphique dans le système. Des choses qui n'existent plus en français moderne, mais on a collé le trait à diviser, ou le trait à accoler à des adjectifs ou des adverbes très amoureusement. Et donc pour les systèmes automatiques, ça peut être une difficulté. Donc on a prévu le cas de pouvoir détacher et dire ce mot-là, c'est adviser, agglutiner à trait. Ou des variantes régionales. Alors il faut savoir que la langue médiévale française a déjà, selon la région du texte, que ce soit la région picarde, la région anglo-normande, donc l'Angleterre, ou Lorraine, ou centre, Paris, ou un petit peu plus au sud, les graphies, la manière d'écrire le français n'est pas la même. Donc on a rajouté des règles de variation régionale qui permet si on rencontre la forme mon, écrite comme ça, donc une forme typique du français d'Angleterre, de la ramener à une forme français
standard, entre guillemets. Il y a 6500 règles dans le système, 200 règles initiales en 86. J'avais fait un mémoire de DEA sur ce sujet-là. Et c'était sur les noms communs et les invariants. Ils sont variants, les invariants, parce qu'il y a de la variation graphique, mais il n'y a pas de flexion sur ces mots. Il a fallu rajouter la flexion. Et on a confronté cet outil depuis à peu près les années 2000 à nos corpus, et ça a permis d'enrichir. Il faut savoir que parmi ces 6500 règles, en gros, il y en a 3/4 qui sont sur la flexion verbale et ses variations. Ce qui veut dire que c'est ce qui pose vraiment problème dans ces textes médiévaux, c'est les formes conjuguées des verbes. Il y a vraiment des formes, le style Paul Rat que je vous ai montré tout à l'heure, il faut vraiment connaître la morphologie de la langue pour rattacher ça à pouvoir. Donc les règles, elles sont là pour pallier les lacunes du lexique. On sait qu'on n'aura jamais toutes les variations possibles d'un mot dans le lexique. C'est impossible. On ne peut pas avoir la liste complète des mots. La morphologie plus la variation graphique, c'est pas possible. On considère que l'outil, la variation graphique, est contenue dans les règles. Un exemple, c'est sur le mot connaissance. En français moderne, connaissance, c'est la forme singulier et la forme plurielle. Pour les gens qui connaissent les expressions régulières, là, si on avait un corpus de texte dans lequel on devait chercher le mot connaissance, il faudrait taper cette expression-là. Donc on a des formes de connaissance, c'est des choses attestées. On a 55 formes attestées. On voit bien qu'on est un petit peu dépassé par la quantité. Et donc cet outil-là va permettre d'aider à la lématisation. Il y a non seulement l'utilisation dans le dictionnaire pour taper l'entrée, mais on l'utilise aussi d'un autre côté. Lorsqu'on passe un texte médiéval dans une moulinette, il va être capable de lématiser ce texte. L'objectif de cet outil, c'est vraiment de renaître toute variation graphique à partir du moment où on a le lemme dans le dictionnaire. Si un mot, on ne l'a pas, on ne va pas pouvoir gérer sa variation. Mais si le lemme est présent dans le dictionnaire, l'objectif, l'idée, c'est de reconnaître toute sa morphologie, toute sa variation graphique et morphologie. Et c'est un enrichissement, ce n'est pas un projet qui est fermé, terminé, c'est un enrichissement permanent, enrichissement en liste de formes, enrichissement en règles nouvelles et découverte de nouveaux mots. Une édition d'un texte qui n'avait pas été faite jusqu'à présent peut révéler de nouveaux mots qu'on rajoute dans le dictionnaire. On reste en interaction aussi entre le dictionnaire et l'outil de lématisation. Là, c'est un petit peu anecdotique, mais j'ai aussi été impliqué dans des projets sur le français du 16e, 17e, où les premiers imprimés, on a des variations de ce type-là. Je ne sais pas si ça existe en castillan, la nasalisation science, le S long, je pense que ça existe aussi, ou nécessité, qui est le S allemand, là, double S. L'outil est capable de traiter ce genre de forme aussi. Le lexique est distribué librement. Il y a deux lexiques, il y a deux variantes. Un L-germe médiéval, un L-germe 16e, 17e. La variation, le français du 16e, 17e n'est pas de même nature, ce n'est pas la même nomenclature de lemme et ce n'est pas la même variation graphique. Donc il y a deux choses différentes. Et on l'utilise aussi, ce lexique, il y a un lexique dérivé en modernisation pour le français du 16e, 17e, une forme du 17e. Quelle serait la forme du français actuel pour ce mot? Et c'est utilisé par le corpus Frontex. Ce que je n'ai pas dit, c'est que notre base Frontex, elle est entièrement lématisée et avec une étiquette morphologique. Donc ce lexique de modernisation est utilisé pour lématiser les textes du 17e, 18e de Frontex. Il me reste combien de temps? 6 minutes. D'accord. Donc, je
j'ai déjà dit, ça c'est un dictionnaire entièrement informatisé. L'avantage de l'informatisation, c'est qu'on peut avoir des outils qui vont aider le rédacteur. Vous avez vu qu'on citait un dictionnaire tel que le Godefroy. Si le rédacteur il tape l'entrée du Godefroy, on a un outil qui va permettre de lui dire cette entrée n'existe pas. Est-ce que vous n'avez pas fait une faute de frappe? Ou il cite un exemple. Ah, cet exemple n'est pas dans notre bibliographie. Il faut peut-être enrichir la bibliographie. Donc il y a cet aspect-là aussi que je n'ai pas du tout montré comment un rédacteur saisissait l'article, mais il y a l'avantage de l'informatique, c'est qu'il prend son article, il le rédige dans son texte, il le dépose sur le serveur, et le serveur va faire une analyse et dire là il y a un défaut, cette entrée n'existe pas, là éventuellement vous avez fait une faute de frappe dans la définition qui est un texte moderne. Ce mot-là, je ne l'ai pas dans ma forme de mot moderne. Cet article-là, vous êtes trompé sur la référence bibliographique. Il y a cet aspect d'outillage de la saisie du dictionnaire qui est mis en œuvre aussi. Il y a aussi le problème des mises à jour. Le DMF, il est un peu trop complexe pour que le responsable du projet le gère lui-même, mais sur le dictionnaire des ROM, la responsable du projet, elle récupère les articles, elle les met elle-même en ligne. Ça passe plus pour l'informaticien. L'informaticien, elle a autre chose à faire que de mettre en ligne des articles, donc c'est elle qui le fait elle-même et qui éventuellement corrige rapidement quand il y a une erreur. Donc derrière, il y a une plateforme lexicographique pour le DMF qui permet de faire un certain nombre de choses de manière indépendante de l'informaticien. Je crois que j'arrivais aux conclusions qui dépendaient un petit peu de ce que j'entendrai aujourd'hui, mais on a une certaine expérience relative dans le domaine des dictionnaires informatisés en manière de lématisation. Est-ce que ça peut être utile à un de vos projets? Ça peut être un modèle pour d'autres projets. Notre défaut, c'est peut-être d'être ancien avec les défauts. On n'a pas forcément la technologie. Je ne dis pas qu'on n'a pas les compétences, mais on n'a pas mis en œuvre la technologie, parce qu'on est comme toutes les institutions en ce moment au domaine des sciences humaines, c'est qu'on ne remplace plus les départs en retraite, on ne recrute plus, nos moyens diminuent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moderniser le TLF? Oui, il y en a besoin, mais quelles sont les priorités? Quels sont les budgets? En tout cas, ça reste quand même des outils de référence, TLFI, DMF, DROM, et notre corpus textuel Frontext. Il y a peu de corpus aussi volumineux en français. Alors, la base Frontext se fait sur abonnement, donc c'est pas libre, mais en général, les universités françaises sont abonnées à Frontext. Là, un aperçu de ce qu'on fait sur la langue médiale. Je n'ai pas prévu de partie démonstration, mais vous avez les adresses pour aller voir ce qu'on a fait et réagir éventuellement plus tard à ça. Merci.